18h16 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'Assemblée nationale a voté hier l'adoption d'une loi contre les gourous 2.0, les gourous des temps modernes et les dérives sectaires, avec la création notamment d'un délit de provocation à l'abstention de soins médicaux. À cette occasion, on a eu un affrontement assez musclé entre Olivier Véran, ancien porte-parole du gouvernement, surtout ancien ministre de la Santé, qui est redevenu simple parlementaire, et Marine Le Pen, puisque l'ancien ministre a lancé une charge contre le professeur Raoult et contre leur RN. On va écouter d'abord Olivier Véran et la réponse de Marine Le Pen. En France, la loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple gourou et Raoult, et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attenteront même peut-être à nos institutions. Nous sommes ici pour faire la loi, nous sommes ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques, on peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Alors aujourd'hui, le débat, puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Pour Marine Le Pen, Olivier Véran, Louis Dragnel, qu'est-ce qui est en jeu là? Parce qu'il y a un affrontement qui n'est pas du tout à fleur et moucheté sur ce texte ou en réalité sur autre chose, sur toute autre chose. Mais le fond du sujet, c'est quelle est la limite entre où est-ce que vous placez le curseur entre la dénonciation des charlatans qui font faire n'importe quoi à des gens qui sont malades, notamment à des gens qui disent à certains patients qui sont atteints d'un cancer, arrêtez les chimios et buvez de la soupe et vous irez mieux. Et voilà, quelle est la limite entre la dénonciation de ces comportements-là et la dénonciation de choses, je sais pas, il y a une nouvelle pandémie qui survient en France. Par définition, si elle est nouvelle, il n'y a pas de vérité, d'évidence scientifique. Et donc, évidemment, il y aura des erreurs, il y aura des gens qui vont se tromper. Et je sais que ça ne plaît pas à Olivier Véran, mais factuellement, il y a plein de gens, des gens qui avaient pignon sur rue et qui avaient le blanc-seing de l'Élysée au moment du début de la crise sanitaire, qui, a posteriori, aurait pu être condamné. Oui, mais là, parce que précisément, l'évidence scientifique arrive plus tard. La rédaction, elle est claire. On parle de délit de provocation à l'abandon de soins adoptés. Donc, le cas du Covid ne rentre absolument pas dedans, puisque là, on est dans le cas d'une nouvelle maladie sur laquelle on ne sait rien, sur laquelle, au début, les gens tâtonnent. Les tâtonnements, au début, qu'ils soient de Raoult ou qu'ils soient d'Olivier Véran, franchement, c'est normal. Là, on est vraiment dans un cadre très précis, puisque pour le coup, on parle vraiment de gens qui abandonnent un traitement. Dans le cas du Covid, si l'hydroxychloroquine avait réellement été un médicament pour soigner le Covid, on se serait retrouvé dans Il n'y a pas un abandon de soins. Il me semble qu'il existe quand même déjà des lois qui permettent de punir les médecins qui ont recours à ce genre de pratiques, notamment conseiller du jus de citron pour soigner un cancer. Effectivement, je comprends la douleur des parents qui ont vécu ça. Effectivement, c'est épouvantable. Mais derrière, je pense qu'il y a quand même un objectif politique. Et moi, je peux déjà vous écrire la campagne de 2027 du camp macroniste ou du centre. Il va y avoir deux arguments. C'est Marine Le Pen égale Poutine, Marine Le Pen égale Raoult et anti-vax. Et c'est ça le nouvel angle d'attaque du centrisme qui n'a plus vraiment, puisque avec la loi immigration, avec les propos des uns et des autres sur l'immigration, n'a plus vraiment cette distance à prendre avec Marine Le Pen. D'ailleurs,
c'est la rediabolisation par Poutine et par Raoult et par l'antivaxisme. Et je trouve que c'est absolument lamentable parce que ça ne fait que jouer. On joue sur la peur de la peur. Et en fait, on reste l'ennemi de l'antivax comme finalement le nouvel ennemi à abattre pour la démocratie. Oui, parce qu'il y a ça derrière. Et la démocratie, c'est un risque. C'est un risque de laisser circuler des opinions fausses, effectivement. Et si on ne prend pas ce risque, on n'est plus en démocratie. Oui, il y a des gens qui risquent de tomber dans le panneau. Oui, il y a des plus fragiles qui risquent de tomber dans le panneau. Mais dans ce cas-là, sinon, on impose une vérité obligatoire, on impose des soins malgré les gens, mais on n'est plus dans une démocratie. Voilà, la démocratie, c'est prendre des risques. Et on n'entend plus les médecins dans ces cas-là. Et on ne fait plus confiance aux médecins. Je crois qu'il y a eu une vraie faute politique de la part du gouvernement parce qu'il y a eu 2 rédactions. Et la première rédaction était effectivement scandaleuse et ouvrait à tous les procès que vous évoquez là. L'autre rédaction est beaucoup plus précise parce que c'est dans le cas d'emprise, c'est s'il y a un intérêt financier. Enfin, vraiment, ça vise des cas d'escroquerie. Mais je rejoins Jenny Bastier, je pense que ça existait en réalité déjà ailleurs. Il y a plein de médecins qui ont été condamnés pour escroquerie. Dans le code pénal. Et donc, il y a une intention à mettre en avant justement cette loi-là à l'heure actuelle. Mais là encore, on est dans l'incohérence du macronisme. Vous vous souvenez que pendant le premier quinquennat, Édouard Philippe notamment avait retiré des moyens à l'organisme qui était chargé de lutter contre les sectes. Là, maintenant, on revient en arrière, probablement parce qu'il y a une part de calcul politique. Et c'est vrai que si on fait le bilan avantage-inconvénient, la nouvelle rédaction du texte, elle est parfaitement acceptable. Elle n'est pas un danger pour la liberté d'expression. En revanche, la bataille politique et la mise en scène politique qu'il y a autour, elle ne peut qu'aggraver la fracture qu'il y a entre les citoyens et vraisemblablement qui sera effectivement mise en scène pour la présidentielle de 2020. Eric Nolot et ensuite Nathan Non, mais sur le fond de l'affaire, la fragilité psychologique en France, c'est un mal galopant. Donc on ne peut que se réjouir qu'on se penche sur ce problème, surtout quand il s'agit d'affaires médicales, puisqu'il en va de la vie ou de la mort de beaucoup de personnes. Mais en quoi M. Raoult, le professeur Raoult, est-il un gourou ? Je pense qu'il est un gourou parce qu'il est considéré par beaucoup comme une icône populiste, c'est-à-dire qu'il est considéré uniquement sous cet angle. Il a raison parce qu'il est contre le système. Quiconque est contre le système a raison. Il est Marseillais, donc il est contre ces Parisiens arrogants, etc. Donc il n'est pas considéré selon les résultats de ces traitements. Et là, je rejoins un peu Louis, parce que si c'était aussi miraculeux, il me semble qu'on en aurait fait usage plus largement. On en avait bien besoin à l'époque. Donc en fait, c'est un débat où Marine Le Pen essaie d'envoyer des signaux à l'intention de son électorat. Elle pioche beaucoup dans le terreau populiste. Elle essaie de garder ces gens en ménageant une des icônes de ces gens-là. C'est pas très sérieux comme débat parce qu'on est dans le symbole, on est dans le jeu de rôle, mais on n'est pas dans l'évaluation scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le côté scientifique. Est-ce que Monsieur professeur Raoult peut être qualifié de scientifique sérieux, de médecin sérieux? J'ai un doute. Alors, Nathan Devers. Quand on voit l'échange entre Marine Le Pen et Olivier Véran, on se rend compte qu'on n'a fait aucun progrès depuis la crise Covid sur la question absolument centrale de la démocratie scientifique et je dirais plus largement de la démocratie des savoirs. Parce que le coronavirus, ça a posé cette question que la quasi-totalité des citoyens en France n'ont aucune compétence en immunologie. En tout cas, autour du plateau, je pense que personne n'en a. Et pour autant, est-ce qu'on doit être réduit au silence? Ce qu'on a vu pendant le coronavirus, c'était, je dirais, 2 phénomènes qui sont tout aussi inquiétants et qui témoignent tous deux d'une absence de démocratie du savoir. C'est d'une part une verticalité absolue de la parole scientifique qui veut se répercuter en décisions politiques. Je me souviens notamment un matin, quand Emmanuel Macron avait refusé pour une fois d'écouter les recommandations de M. Delfrécy sur un confinement ou je ne sais plus sur quoi, et qu'il était allé sur une matinale d'une autre chaîne de télévision pour dire que c'était un scandale et pour engueuler le président. Je suis scientifique, tu es président, la souveraineté politique me revient à moi. Ça, c'était un problème. Et en face, on a vu des gens qui contestaient la science avec toutes sortes de complotisme, etc. Il me semble que là, cette épidémie, bon, évidemment, elle était insolite, etc. Il faut qu'on en sorte grandi. Il faut qu'on se dise que si demain, il y a une autre crise scientifique, que ce soit une autre épidémie, que ce soit la crise écologique... Il y aura d'autres crises sanitaires. Oui, ou même la crise écologique, c'est aussi une crise scientifique. Qu'on puisse sortir grandi de cela. Ça veut dire d'un côté qu'il y ait plus de diffusion de la culture scientifique qui n'est à mon avis pas assez enseignée ni dans le débat public ni à l'éducation nationale, et d'autre côté qu'il y ait moins de verticalité politique de la part des scientifiques. Ça veut dire les scientifiques, ils sont là pour éclairer le débat public, ils ne sont pas là pour se substituer aux politiques. Et on n'en est pas sorti du tout. Commençons par refaire des universités des lieux de transmission et d'apprentissage du savoir plutôt que des lieux de militantisme, ce sera déjà une bonne chose. Remettons effectivement la transmission de la science et du savoir au cœur de l'école comme sa mission principale, ce sera déjà un bel effort, mais arrêtons d'infantiliser les adultes en leur disant oui, la protection des plus fragiles, oui, mais derrière on entend aussi
l'infantilisation des citoyens qu'on va prendre par la main, qu'on va mettre en garde contre tel ou tel. Oui. Je veux dire, la démocratie, encore une fois, c'est un risque. Pour le dire en d'autres termes, juste sur l'exemple des vaccins, sur la question des vaccins, personne, à part les scientifiques, n'avait aucune légitimité pour dire s'ils marchaient ou non. C'était pas notre sujet. En revanche, tous les citoyens pouvaient donner leur avis sur la question est-ce qu'on fait un pass sanitaire pour imposer le vaccin à des citoyens. Ça, c'était pas une question scientifique, c'était une question politique. Et on a vu des scientifiques se substituer aux citoyens sur cette question-là. Et c'était ça le problème. Et on a vu des citoyens s'improviser plus scientifiques que les scientifiques pour expliquer toutes sortes de bêtises sur les vaccins. Dans les deux cas, il y avait un problème. Et en plus, moi, c'était la grande découverte quand même de cette période-là, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Mais il y en a il n'y en a jamais eu. Non, mais à l'époque, c'était en mouvement, c'était en construction. Ça, c'était quand même un révélateur de cette crise. Si on relie les gens qui ont travaillé sur l'épistémologie des sciences. Autrement dit, comment est-ce qu'on constitue un corpus de connaissances scientifiques ? Vous avez notamment quelqu'un qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a travaillé là-dedans, et qui explique que contrairement à ce qu'on croit, la science, c'est pas on sait quelque chose, on est à ce niveau-là. On en apprend plus, hop, on grimpe une marche et ainsi de suite, selon une progression qui serait linéaire. C'est pas du tout ça. C'est par paradigme et donc par crise. Et pendant ces crises, tout le monde s'engueule. Tout le monde. Et après, il y a un nouveau paradigme qui réconcilie tout le monde. Et on l'a pas trouvé, celui-là, c'est Lépine. Non, mais l'enjeu derrière, juste d'un mot, c'est la confiance dans la parole publique. À partir du moment où nous ne vivons plus dans une société de confiance. Mais c'est grave parce qu'une démocratie, ça repose sur le fait d'être une société de confiance. Quand tout le monde se méfie de tout le monde, parce qu'on ne croit plus que ceux qui sont chargés d'agir en notre nom agissent au nom de l'intérêt général. Effectivement, de toute façon, vous pouvez voter toutes les lois du monde, qu'elles soient justifiées ou pas justifiées. Vous ne résoudrez pas la question de la crédulité ou du complotisme.